Bonjour à tous. Donc on va lancer cette session de présentation orale courte, 5 minutes de présentation, une question, et il y aura une dernière présentation un peu plus longue. Donc j'appelle donc avec le professeur Lermite, et je suis le professeur Egimbaud. J'appelle le premier orateur, Dr Bachir Elias, pour prise en charge des hernies ventrales chez les personnes obèses, post-chirurgie bariatrique. Where is the Dr Bachir? C'est dommage parce que... Ah, Dr Bachir. C'est pas... Bon, ben, Dr Bachir, c'est à vous. Bon, on va attendre et on va passer... Est-ce que Madame Vézian est là? Donc, Madame Vézian Julie, où en est la diffusion de la réhabilitation améliorée après chirurgie en France? Étude sur plus de 400 000 patients. Ah oui, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Je pense que c'est là. Voilà. C'est à vous. Ah, c'est pas le topo. Ah oui, il faut changer de topo alors, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez passer le deuxième? Est-ce que vous pouvez mettre le deuxième topo puisque... Voilà, c'est bon. Super. Voilà. On ne s'énerve pas. Merci. Donc, mesdames, messieurs les modérateurs, chers collègues, merci de me laisser vous présenter aujourd'hui ce travail qui est une étude nationale qui porte sur plus de 420 000 patients à partir de la base de données du PMSI et qui permet de répondre à une première question: où en est la diffusion de la réhabilitation améliorée après chirurgie en France? Alors, c'est une étude qui s'est articulée sur 3 axes. Le premier axe qui est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la photographie, où en est-on de la diffusion de la RAC? Il y a aussi une question qualitative avec l'impact de la RAC sur la morbimortalité et une étude médico-économique, mais que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Donc c'est le groupe GRACE qui est promoteur de cette étude, présidée par Karem Slim, et elle a notamment été réalisée par Frédéric Bizard, qui est un économiste spécialisé dans les questions de santé et de protection sociale. Donc à ce jour, aucune étude n'a évalué le degré d'implémentation et de diffusion de la réhabilitation améliorée en pratique quotidienne à partir des données du PMSI. Donc avec cette étude, c'est ce qu'on a voulu faire, à partir des données du PMSI, évaluer le taux d'implémentation de la RAC dans différentes spécialités chirurgicales en France. Donc c'est une étude longitudinale rétrospective qui a été réalisée entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2019 à partir de la base de données PMSI de la TIH et sur l'ensemble des séjours hospitaliers sur 14 segments d'activité chirurgicale. Alors, pourquoi le 1er mars 2019? Parce que c'est la date à laquelle un indicateur RAC a été mis en place pour valoriser la cotation des séjours hospitaliers en chirurgie. Alors, les 14 segments d'activité ont été choisis parce que c'est les segments dans lesquels la RAC est le plus implémentée, la plus mise en place, ce qui permet d'avoir des tailles d'échantillons importantes pour avoir des analyses statistiques robustes. Il y a notamment de la chirurgie orthopédique, gynéco, la chirurgie digestive bien sûr avec l'obésité, les colectomies avec et sans rétablissement de continuité, résection rectale, un peu de chirurgie thoracique et de l'urologie avec les tumeurs malignes de prostate. Donc si on regarde, et c'est le principal message de cette présentation, à l'heure actuelle, sur l'ensemble des segments étudiés, le taux global de RAC n'est que de 19%. Si on regarde un peu plus en détail, c'est la chirurgie orthopédique qui arrive en tête, avec prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou, avec au maximum 30% d'implémentation de la RAC. En troisième place, la chirurgie de l'obésité, avec 19,9%. Et la moins bonne implémentation, c'est une intervention sur les ligaments croisés du genou sur arthroscopie, mais on verra par la suite pourquoi, à 3,2%. Alors, si on regarde les niveaux de pratique de la RAC, on peut définir 3 groupes. Un groupe où l'implémentation de la RAC est supérieure à 20%, ce qui reste quand même faible. Donc, comme je vous l'ai dit, prothèse de hanche, prothèse de genou. Un groupe où elle est située plutôt entre 10 et 20%, avec notamment prothèse d'épaule. L'obésité, qui arrive quand même en 3e place avec 20% à peu près. Les résections rectales, hystérectomie pour tumeurs malignes prostate et poumons. Et enfin, un 3e groupe à moins de 10% d'implémentation de la RAC, avec les colectomies sans rétablissement de continuité, l'intervention sur les ligaments croisés sous arthroscopie et l'hystérectomie hors tumeur maligne, qui sont à moins de 10% d'implémentation. Alors si on s'intéresse un petit peu à la répartition secteur privé, secteur public, la première chose, c'est que si on regarde l'activité, la répartition de l'activité sur les 14 segments étudiés, elle est majoritairement réalisée dans le secteur privé. 62% des interventions sont réalisées dans le secteur privé contre 38% pour le secteur public. De manière globale, l'implémentation de la RAC dans le privé, c'est 21%. C'est un peu mieux que le public qui, lui, est 14,4%. Là encore, on peut définir 3 groupes.
un premier groupe, si on tente de corréler un petit peu l'activité du secteur et le recours à la RAC. Le premier groupe, un faible recours à la RAC, que ce soit dans le public ou dans le privé. C'est le groupe en vert, colectomie sans rétablissement de continuité, qui elle est majoritairement réalisée dans le secteur public, avec plus de 2500 interventions contre 800 dans le privé. Ce sont des patients lourds, donc plus réalisés dans le secteur public. Et enfin, ligament sous arthroscopie, on l'a déjà vu. Un groupe où la répartition public-privé et le taux de RAC est sensiblement identique entre les deux secteurs. C'est majoritairement de la cancérologie lourde. La colectomie avec rétablissement de continuité, 13,8%. C'est quand même l'intervention qui est pionnière pour laquelle le concept de la RAC a été démontré. Et on n'est qu'à 13,8% dans le secteur public et 12% dans le secteur privé. Et enfin, un dernier groupe où là, majoritairement, l'activité est plus réalisée dans le secteur privé. Et comme conséquence, les taux de RAC sont plus importants dans le secteur privé pour toutes les autres interventions. Alors un petit focus sur les interventions de chirurgie digestive, rapidement, on l'a déjà vu, l'obésité qui arrive au 3e rang, qui est plus réalisée dans le secteur privé, et le taux de RAC est plus important également dans le secteur privé. Mais au total, 30 000 interventions et un taux moyen de RAC de 20%. Puis les colectomies avec et sans rétablissement, 8e et 13e rang sur les taux de RAC, et les résections rectales, 4e rang, majoritairement réalisées dans le public. Donc, s'il y a un message à retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, au vu de ces données, la RAC, elle reste quand même une pratique minoritaire en France, avec un taux moyen de 19%, qui s'échelonne entre 3,2 et 30%, alors que ça fait déjà plus de 25 ans que Quellet a initié ce concept, et notamment sur la colectomie laparoscopique. Alors, on sait que ça marche. Il y a beaucoup d'études robustes qui montrent que ça diminue la morbimortalité. Il y a une meilleure convalescence pour le patient. Ça favorise l'esprit d'équipe. Quelques études, bon, c'est encore à prendre avec précaution, mais il y a une meilleure survie probablement liée à une diminution de la morbimortalité, avec de ce fait une durée moyenne de séjour qui est raccourcie et un bénéfice médico-économique qui est démontré. Alors si on parle un peu des freins, c'est sûr, il y en a, que ce soit au niveau du patient, de l'équipe médicale, paramédicale, des ressources, résistance au changement, ça c'est sûr, probablement un défaut d'information des équipes et un problème de ressources humaines et matérielles. Il faut organiser, avoir du temps et il faut motiver les équipes. Alors si on parle des solutions, il y en a, c'est sûr, il faut des leaders convaincus et on parle souvent du trinôme chirurgien, anesthésiste et les équipes infirmiers et infirmières. Établir des protocoles, former les équipes, probablement valoriser les acteurs de la RAC avec des infirmières RAC, des primes, de l'investissement dans du matériel innovant. Et on sait que le bloc opératoire est plutôt individualiste et essayer de passer d'une équipe d'experts à une équipe experte dans la RAC. Sachant que le but étant que dans 10 ans, on ne parle plus de RAC et que ce soit dans des soins courants périopératoires au niveau de la chirurgie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Des remarques, des questions? J'avais juste une remarque. Le taux un peu faible, est-ce que ça ne peut pas être expliqué par le fait aussi que c'est un relevé PMSI et qu'il y a peut-être un défaut de codage et qu'il y a des équipes qui font de la RAC sans... Totalement. Oui, bien sûr. Il y a probablement un biais où on sous-estime, surtout que la cotation, la valorisation, ça a été mise en place au 1er mars. Et notre étude, c'est entre le 1er mars et le décembre 2019. Bon, 2020, c'était le Covid, donc on n'a pas mis. Et c'est probablement sous-estimé, mais ça reste quand même 20%, quoi. C'est-à-dire qu'on pense que de parler de réhabilitation améliorée, c'est... je pensais que c'était vintage, finalement. Ça a commencé à être... Pas du tout. Je crois qu'on en a encore pour 2-3 générations de chirurgiens à pouvoir diffuser ce message. 19%, et c'est l'obésité, en premier lieu, dans notre spécialité. Et si vous regardez dans les chiffres, il y a un groupe qui est de 4%, qui pourrait correspondre au groupe urgence tube digestif, puisque c'est des résections sans anastomose. Donc on a tout le champ de l'urgence et en plus le champ du froid à continuer à labourer, comme disait Guy Dru. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va retenter. Est-ce que le docteur Bachir Elias est là? Parfait. Donc... Allez-y, parce qu'en fait on a fait une présentation en 15 minutes, oui. Mais c'est dû au retard à l'allumage. Allez-y, docteur Elias, pour prise en charge hernie ventrale chez les personnes obèses. Là. Docteur Bachir. Pour revenir, c'est là. Bon, messieurs, dames, je me présente, je suis Bachir Elias, je suis chirurgien franco-libanais
et je vais présenter notre expérience sur la prise en charge des éventrations chez les patients qui font leur parcours pour une chirurgie bariatrique. C'est un travail commun entre le centre hospitalier au Liban et le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Donc on sait bien que l'obésité, c'est un facteur de risque pour l'hernie ventrale. C'est un facteur de risque lorsqu'on opère les hernies ventrales, soit d'une façon primaire ou avec une prothèse. Et c'est un grand facteur de risque pour les récurrences post-cure de l'hernie ventrale. Et la hernie ventrale, en même temps, c'est un risque chez les obèses pour l'incarcération et l'étranglement, et ça peut rendre la chirurgie bariatrique de plus en plus complexe. Donc, en fait, c'est un équilibre entre le traitement de l'hernie ventrale et le traitement et la chirurgie de l'obésité. Donc, notre expérience, c'est pour déterminer exactement, si on peut, le bon moment pour opérer les hernies ventrales chez les patients candidates à une chirurgie bariatrique. On a fait une étude rétrospective de 643 patients traités pour la chirurgie de l'obésité entre 2013 et 2017. On a retenu 47 hernies ventrales notées à la première consultation. Parmi ces 47, il y a 35 patients opérés presque un an en moyenne après la chirurgie bariatrique. Et ce groupe, on l'a appelé groupe après chirurgie bariatrique. 30 de ces patients ont été opérés par célioscopie avec la mise d'une prothèse intrapéritonéale et 5 durant l'abdominoplastie. De l'autre côté, on a opéré 12 patients durant ou avant la chirurgie bariatrique, 5 patients avant la chirurgie bariatrique parce qu'ils avaient des hernies ventrales symptomatiques. Et tous ces patients ont été opérés avec mise d'une prothèse, et 4 patients en urgence pour incarcération, étranglement, avec un patient avec une résection intestinale, mais sans mise de prothèse. Et 5 patients, durant la chirurgie bariatrique, on a trouvé une incarcération intestinale asymptomatique, et le défect était de moins que 2 cm. Donc, les résultats de cette étude rétrospective, il n'y avait pas de différence dans les deux groupes concernant les hématomes, l'infection de la plaie et les infections pulmonaires ou les complications post-opératoires. Mais après un an de suivi, il y avait seulement une seule récurrence de la hernie ventrale dans la chirurgie bariatrique groupe après chirurgie bariatrique, ce qui fait à peu près 2,8%, et 7 hernies ventrales récurrentes dans le groupe chirurgie bariatrique durant la chirurgie bariatrique ou avant la chirurgie bariatrique, ce qui fait à peu près 50% des patients. De ces 7 patients, 3 c'était en fermeture primaire durant la chirurgie bariatrique sans prothèse, 2 dans un état d'urgence et 2 traités après la chirurgie bariatrique. Et durant le traitement de l'hernie ventrale chez les patients post-chirurgie bariatrique, on a noté 2 hernies ventrales au niveau des trocars, 2 hernies ventrales asymptomatiques qu'on a traitées en même temps par laparoscopie. Donc, un petit revue de littérature. Ça, c'est un article qui fait un systematic review pour les hernies ventrales chez les patients candidats à une chirurgie bariatrique. Donc, c'était pour la conclusion. Ils disent que le traitement de la hernie ventrale en même temps avec la chirurgie bariatrique, avec mise d'une prothèse intrapéritonéale synthétique, may have, peut-être ils donnent des bons résultats, mais vu les statistiques avec la présence d'une mèche intrapéritonéale, on avait 6,6% de récurrence
en même temps avec une mèche biologique. Donc, ils ont fait l'étude sur une mèche biologique, il y avait 14% de récidifs, et sans mèche, il y avait à peu près 26% de récidives. Un autre papier en 2018, elle montre que le traitement concomitant d'une hernie ventrale avec la prise en charge de chirurgie bariatrique, ça donne un taux de récurrence de 26% à peu près. Même résultat dans un article en 2017, 27% de récurrence. Chez les patients qui ont un BMI supérieur à 40, aussi on a un taux un peu plus élevé de récurrence si on traite en même temps la hernie ventrale et la chirurgie bariatrique de 27-28%. Et dans un article il y a 10 ans même, donc ils ont fait une étude comparative, mais c'est un effectif qui est beaucoup plus faible, et qui disent que probablement il faut déférer le traitement de la hernie ventrale après la perte du poids. Donc en conclusion, notre conclusion, c'est lorsqu'on a un obèse qui est en cours d'une préparation pour une chirurgie bariatrique avec une hernie ventrale, si la hernie elle est asymptomatique, donc on fait la chirurgie bariatrique, on attend la stabilisation de la perte du poids, et puis le traitement de mieux laparoscopique de la hernie avec mise d'une prothèse, car comme on a vu, on a découvert 2 hernies asymptomatiques au niveau des trocars. Si l'hernie est symptomatique, bien sûr, avec des symptômes comme douleur, incarcération, étranglement, donc il faut fermer le défect, la hernie ventrale, pose ou pas pose d'une prothèse durant le même temps opératoire. Nous, dans notre expérience, on a un taux d'infection au début de plus que 30%, donc on a arrêté de mettre une mèche durant le même temps opératoire, et on a opté pour un traitement après chirurgie bariatrique. Mais ce schéma ou cette stratégie n'est pas si simple que ça. Donc, lorsqu'on prend en compte ou on va traiter une hernie ventrale chez un patient candidat à une chirurgie bariatrique, on ne peut plus prendre en compte seulement les deux, mais on doit prendre l'IMC, l'objectif de la chirurgie, les complications, le type de chirurgie bariatrique entre sleeve, bypass ou dérivation, et le temps opératoire, le site de la hernie ventrale si techniquement est plus facile, et la taille, la présentation clinique, la taille de la hernie, est-ce que le sac hernière contient seulement de la graisse, de l'intestin ou non, est-ce que la hernie sera opérée par voie cœlioscopique ou par voie ouverte, ou même la chirurgie bariatrique par voie ouverte ou par chirurgie bariatrique, et est-ce qu'on met une mèche ou non. Donc ça, c'est un équilibre beaucoup plus difficile de faire entre la chirurgie de la hernie hiatale et la prise en charge des patients en bariatrie. Merci. Merci beaucoup. Des questions? T'as une question? Merci. Alors, c'est une question quotidienne, enfin c'est une question fréquente, mais pour laquelle la réponse dans une petite série comme ça est difficile à trouver. Parce qu'en fait, il faudrait prendre les asymptomatiques ou peu symptomatiques. Il ne faudrait pas mettre les petites. Il ne faudrait pas mettre dans le groupe après sur orifice de trocar. C'est autre chose. Et il me semble qu'il faudrait faire avant et après sur des plus ou moins larges, peu symptomatiques. Et donc, on trouve quand même une réponse. On a plutôt tendance à favoriser une des stratégies. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut épurer les groupes un peu si c'est faisable. On est en train de faire là parce maintenant une étude. On se retrouve avec beaucoup de groupes. Mais par contre, ça, c'est typiquement quelque chose pour une mini-revue ou une revue de la littérature, puisque vous connaissez bien, par exemple pour Journal de chirurgie ou autre. Mais ça peut vraiment être intéressant de nous communiquer déjà ces résultats. Là, on est en train de faire une étude comparative prospective sur 2 groupes. Ce sont lesquels, les groupes? Nous, on a pris tous les patients qui ont... On a divisé les hernies médianes seulement. Là, on a pris seulement les hernies médianes parce que c'est le plus facile. Moins que 2 cm et entre 2 et 5 cm. C'est tout. D'accord. D'accord, ben voilà, c'est l'un des moyens aussi. Donc, on part d'une petite étude rétrospective, on regarde la littérature et on construit... Parce que sur les 47, là, j'ai le résultat. Sur les 47, j'ai 2 patients qui ont une hernie plus que 5 cm. Donc, ça ne vaut pas la peine de... Merci. Merci pour ces informations.
Donc la présentation suivante, Dr Chopinet Sophie sur la féminisation. Des effectifs. Madame, Messieurs les modérateurs, chers confrères, je vais vous présenter donc un travail sur la féminisation des effectifs en chirurgie digestive en 2020. Quelles sont les avancées et quels sont les progrès qui restent à faire? Donc actuellement, les femmes représentent 22% des chirurgiens de moins de 40 ans. C'est une augmentation actuellement qui est croissante, mais elle reste cependant minoritaire. Il y a une grande variation en fonction des différentes spécialités chirurgicales. Ce qu'on peut constater dans notre pratique quotidienne, c'est que l'image du chirurgien est encore largement, pour les patients, celle d'un homme. Donc ceci nous a amené à nous poser plusieurs questions. D'une part, est-ce qu'il existe avec l'augmentation du nombre de femmes pour autant une parité, et quels sont les combats qui restent encore à mener pour une amélioration? Donc pour ce faire, nous avons réalisé un sondage entre Marseille et Beaujon et nous avons posé via un questionnaire des questions à 3 populations, une population de chirurgiens, hommes et femmes. 300 chirurgiens ont répondu via une diffusion via les sociétés savantes, les mails et les réseaux sociaux. 112 infirmières de bloc opératoire ont également répondu au questionnaire et 170 patients à qui on distribué le questionnaire en salle d'attente lors de la consultation. Et donc les résultats, cette enquête a été largement plébiscitée par les chirurgiens de moins de 40 ans, avec une forte participation des internes et dans une moindre mesure les praticiens et les PUPH. Quand on étudiait le nombre d'heures d'activité, il n'y avait pas de différence entre le nombre d'heures d'activité des femmes chirurgiens et des hommes, qui étaient équivalentes. Quand on s'intéressait par contre à la répartition soit des tâches ménagères, soit à la gestion des enfants au foyer, quand les femmes étaient chirurgiens, elles assuraient majoritairement la prise en charge des enfants. Et quand il s'agissait d'hommes qui étaient chirurgiens, c'était majoritairement la mère qui s'occupait de la prise en charge des enfants. Concernant les différents freins, nous avons posé la question aux chirurgiens de savoir quels pouvaient être les freins à ce manque de femmes en chirurgie. Donc plusieurs items ont été retenus. Le manque de flexibilité des horaires liés à la profession et aux astreintes et gardes, l'attitude machiste des hommes en chirurgie, la profession qui est peu compatible avec la maternité et la vie de famille, la faible représentation de mentors ou de modèles féminins en chirurgie et parfois la difficulté d'acceptation ou d'adaptation de l'entourage et la contrainte. Concernant les résultats des infirmières, à la question de savoir si elles préféraient travailler avec un homme ou une femme en chirurgie, elles n'émettaient pas de préférence particulière et ce sondage était largement répondu par des infirmières de moins de 40 ans. Concernant les résultats des patients, lorsqu'on leur posait la question, donc c'était majoritairement des patients âgés de plus de 50 ans et le niveau d'études était majoritairement Bac plus 3. Et finalement, pour eux, quand on leur demandait des préférences pour le choix de leur médecin traitant, de leur médecin spécialiste, de l'anesthésiste et du chirurgien, constatait qu'il y avait une légère tendance à préférer avoir une femme dans le choix du médecin traitant, mais qu'il n'y avait pas de préférence dans le choix ni de l'anesthésiste ni du chirurgien. Donc ça, c'était un des premiers résultats qui était assez surprenant, où on pouvait se poser la question de savoir s'ils avaient autant confiance en une femme qu'un homme pour la chirurgie, et ceci nous a permis d'y répondre. Quand on posait la question donc, à toutes ces catégories de sondés, est-ce qu'il était plus difficile pour une femme que pour un homme d'exercer la chirurgie? Pour les femmes, c'était plus difficile dans 76% des cas. Pour les hommes, dans 68% des cas. Et pour les patients, ils estimaient que c'était plus difficile pour une femme que dans 53% des cas. Concernant le fait qu'une femme puisse inspirer moins de confiance aux patients qu'à un homme, les femmes pensaient qu'elles inspiraient moins de confiance dans 60% des cas, alors que les hommes, les infirmières ou les patients estimaient qu'une femme inspirait autant de confiance qu'un homme chirurgien dans 85% des cas. Et donc les femmes trouvaient qu'il était souvent pour elles plus difficile d'exercer la chirurgie, et les patients avaient majoritairement autant confiance en une femme qu'un homme pour la chirurgie. Donc en conclusion, ce que ce sondage nous a permis d'étudier, c'était déjà qu'il y avait une égalité au niveau du temps de travail, il y avait une certaine inégalité du partage des tâches entre les hommes et les femmes en chirurgie. On a pu identifier des freins pour les femmes en chirurgie sur le manque de flexibilité des horaires, l'attitude machiste et le manque de mentors. Les IBOD et les patients n'exprimaient pas de préférence quant à avoir une femme ou un homme chirurgien.
Et donc, nous permettait d'ouvrir un petit peu des pistes de travail pour favoriser l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui doit reposer notamment sur des mesures institutionnelles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? C'est un débat qui est intéressant. J'avais une question sur, pour l'occupation au foyer des femmes. Est-ce qu'il y avait une partie du questionnaire sur la profession exercée par le conjoint de la femme chirurgienne? Oui, alors ça, il y avait exactement cette question. Donc, les femmes avaient tendance à être plus souvent en couple avec un chirurgien, alors que les chirurgiens avaient plutôt tendance à être en couple soit avec un soignant, soit avec quelqu'un qui ne faisait pas du tout la même profession. Mais il y avait une grosse différence parce qu'il y avait 25% des femmes qui avaient répondu qui étaient en couple avec un chirurgien. Et la deuxième remarque, moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'en fait, pour la question d'inspirer confiance, les femmes s'auto-dévalorisent, voilà, en fait. C'est exactement ça. Donc ça nous a permis de bien voir. C'était intéressant de poser la question, du coup, aux patients, de voir que finalement, les patients, même s'ils peuvent poser des questions, se poser la question si c'est une femme qui va les opérer, finalement, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins confiance, finalement. Et que les femmes ressentent peut-être beaucoup d'autocensure et de manque de confiance, finalement. D'accord. Et un exemple de mesure institutionnelle? Des exemples? Alors, 2 exemples, ça serait déjà, je pense, faciliter. On en a parlé dans la session d'avant sur la maternité, la garde des enfants, la prise en charge qui soit faite plus sur le site. Je pense que ça faciliterait justement la prise en charge à ce niveau-là. Et après, de se dire que ce n'est pas seulement parce qu'il y a plus de femmes en chirurgie qu'en fait, il va y avoir forcément des progrès et qu'il va falloir instaurer en fait des choses pour qu'il y ait plus de femmes, notamment plus de paroles données aux femmes, plus de mentors, pour finalement que la profession soit plus attractive pour les jeunes. D'accord. Pas de remarques? Merci beaucoup. Très Merci. intéressant, merci. Ouais. Présentation suivante par le docteur Mazzotta sur l'impact du nombre de CHC sur les résultats de la transplantation hépatique. Ouais, c'est à vous. Madame et Messieurs, merci pour cette occasion. Chers collègues, je vous présente mon travail sur l'impact du nombre de CHC sur les résultats de la transplantation hépatique chez les patients inscrits avec un score alpha-fétoprotéine inférieur ou égal à 2, un nouveau facteur prognostique. C'est un travail que j'ai fait pendant mon dernier semestre d'internat à Paul Brousse. Et donc, c'est un travail que, heureusement, on a réussi à publier sur Transplant International. Et donc, je vais vous faire une petite introduction. Donc, pourquoi autant besoin de mieux caractériser les facteurs prognostiques dans ces groupes d'indications? Donc, la première raison, c'est parce que c'est la première indication de transplantation hépatique en France, donc environ de 40%. On a aujourd'hui des bons résultats à court terme, mais pas à long terme, comme on montrait sur les tableaux de l'Agence de la biomédecine. C'est la courbe jaune. En fait, à 12 ans, 3 ans, on a une bonne prognostic, mais après la prognostic à 5 ans, 6 ans, on n'a pas un bon prognostic, pas encore. Et quel est l'impact? On ne sait encore pas quel est l'impact de la récidive du CHC sur la survie post-TH. On a toujours essayé d'élargir les critères. En fait, on a utilisé les critères des Milan, qui s'agit des critères qui prennent en compte la taille et les nombres. Et donc, on a vu que la survie, normalement, c'est mieux, 73% versus 53% pour les patients transplantés dehors les critères de Milan. En fait, on a essayé d'élargir toujours ces critères-là à travers les métro-tickets. On a pas mal d'équipes qui ont essayé d'élargir les critères, mais au détraitement de la prognostic. Et en France, en fait, c'est un peu différent parce qu'à partir de 2012, Duvou et al., Duvou, il a publié un travail très intéressant sur Garçon 2012 qui est un peu révolutionné parce qu'il a introduit les scores alpha-fétoprotéines qui est un modèle qui intègre un biomarqueur, l'alpha-fétoprotéine en fait. Et l'inscription sur liste d'attente de TH aujourd'hui pour CHC requiert un score alpha-fétoprotéine inférieur ou égal à 2. Donc, en pratique, il est permis d'inscrire un patient avec un taux d'alpha-fétoprotéine mineur ou égal à 100, donc 0 points, un nombre de nodules illimité de 2 points, pourvu que la taille maxi soit inférieure ou égale à 3. Et donc,
Le nombre de nodules tumoraux a en soi une valeur prognostique négative, mais il n'a pas été clairement rapporté si ces nombres de nodules avaient également une valeur prognostique parmi les patients avec un score alpha-fetoprotéine inférieur ou égal à 2. Et donc, la problématique est qu'on a l'impression que le nombre de nodules n'impacte pas les pronostics si le taux d'alpha-fetoprotéine est bas et la taille est petite. Et donc, notre objectif, c'est de comparer classiquement la survie sans récidive et la survie globale post-TH des patients avec un nombre de nodules inférieur ou égal à 3 et supérieur à 3, donc la classification actuelle, parmi les patients ayant un score alpha-fetoprotéine inférieur ou égal à 2 et proposer un nouveau seuil pour identifier les patients sur la liste d'attente à haut risque de récidive. Patients et méthodes, donc on a fait une étude rétrospective monocentrique sur 143 transplantés hépatiques pour CHC avec un score alpha-fetoprotéine inférieur ou égal à 2 entre 2013 et 2017. Critères d'inclusion âge 18 ans. CHC prouvé histologiquement sur les foies natifs, alpha-fetoprotéine, les scores alpha-fetoprotéine inférieur ou égal à l'inscription et sur la liste, critères d'exclusion, coexistence d'un cholangiocarcinome sous l'explant, et donc et aussi le CHC fibrolamellaire. Méthode, évaluation du nombre et de la taille du CHC viable, donc nodule viable, et de l'alpha-fetoprotéine lorsque de l'inscription et à la dernière imagerie avant la TH. Donc on a fait une évaluation à 2 étapes. Et donc, les résultats épidémiologiques, on peut voir que l'âge moyen de notre série, c'était 63 ans. Et les sexes hommes-femmes, c'était 82% contre 17%. Pathologie secondaire à côté de la CHC, c'était l'alcool dans les 41% des cas, hépatite C, 27% des cas, hépatite B, 11% des cas. Patients avec plus de 3 nodules, donc à l'inscription, ça a été 16. Imagerie avant la TH 17 et l'anatomopathologie, oui, aussi on a vu 41 patients avec un nombre de nodules supérieur à 3 nodules. Et donc, concernant la récidive, on a essayé de mettre les deux groupes et on a introduit aussi une seuil de 5 nodules. Donc, la récidive, c'était beaucoup plus présente sur les groupes des patients avec un nombre de nodules, nombre de nodules supérieur à 3. Donc 29% contre 15% pour les patients avec un nombre de nodules inférieur égal à 3. On a introduit aussi un seuil à 5, et ça c'était un peu plus significatif comme résultat. En fait, on a récidive sur les patients avec un nombre de nodules supérieur égal à 5 de 37% contre les 13% pour les patients avec un nombre de nodules inférieur égal à 4. Après, on a étudié la survie, les courbes de survie sur la survie globale et la survie sans récidive. On a vu que la prognostic, c'était beaucoup mieux pour les patients avec un nombre de nodules inférieur ou égal à 3. Surtout, la survie globale a été statistiquement significative. On a environ de 78% contre 0 pour les patients avec plus de 3 nodules. On a réévalué les courbes de survie aussi selon la dernière imagerie avant l'ATH. Donc, on a pris en compte tous les comptes rendus du scanner IRM et aussi l'RCP. Et donc, on a vu qu'il y a toujours une meilleure prognostic pour les patients avec un nombre de nodules inférieur ou égal à 3, soit pour la survie globale et soit pour la survie sans récidive. Donc, c'était environ de 78% contre les 50%. Et après, on a cherché un nouveau cutoff de réévaluation sur liste après inclusion avec un score toujours alpha-fetoprotéine inférieur ou égal à 2. En fait, on a vu qu'il y a 8 patients avec une mauvaise prognostic, avec une survie globale statistique significativement inférieure par rapport aux patients avec un nombre de nodules inférieur ou égal à 4. Donc, on a comparé les deux groupes, 4 versus 5. Et donc, on a vu que ça peut être un nouveau cutoff qu'on peut remettre sur le score de Duvu. Donc, les points à discuter avant de la conclusion. Donc, on a vu qu'il y a une sous-estimation de la maladie lors de l'inscription, indiquée en fait par la différence entre le nombre de nodules diagnostiqués lors de l'inscription, ceux détectés lors de la dernière imagerie avant la TH et à l'ANAPAT. On a vu en fait qu'il y a une importance d'une évaluation dynamique, donc une validation en 2 étapes au cours de la liste d'attente. La présence de plus de 5 nodules de CHC sur la liste d'attente
quel que soit le nombre d'inscriptions, apparaît comme un prédicteur majeur des récidives tumorales et une faible survie après transplantation hépatique. Les cut-off des 5 nodules n'a pas pu être appliqué à l'inscription, car les patients qui ont bien répondu au downstaging avaient un bon pronostic post-TH. Et on a aussi un impact important sur la survie globale. Si on considère l'ensemble des greffés des CHC en France, c'est les 40%. Mais dans notre série, on a 8 patients, donc les 6% des patients avec un nombre de nodules supérieur ou égal à 5 qui avaient une survie globale significativement inférieure par rapport aux patients avec un nombre de nodules inférieur à 5. Bien sûr, il y a des limites dans notre étude. Il y a un caractère rétrospectif de l'étude, suivi limité et petite taille de l'échantillon, et nous n'avons pas pris en compte en fait les patients sortis des listes, les drop-out, parce que notre objectif c'était d'évaluer en fait la récidive post-TH. En conclusion, donc, il y a un risque élevé de récidive post-TH et des décès pour les patients qui, tout en restant dans le score alpha-fetoprotéine, avaient plus de 5 nodules de CHC avant la TH. Et donc, une modification du score alpha-fetoprotéine pourrait être proposée et pertinente afin de contre-indiquer ces patients à haut risque de récidive. Cela devra probablement être confirmé sur une large étude nationale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Des questions ? Juste une précision. Ah, si, il y a une question. Pardon. Oui. Merci pour ce travail qui nous donne une confirmation de l'impression qu'on avait sur le calcul de ce score, justement, qui a été fait de façon rétrospective et où on savait qu'il y avait quand même très peu de patients avec de nombreux CHC, puisqu'avant, on greffait dans les critères de Milan. Il était rare de voir des explants avec 8, 9, 10 CHC. Et du coup, on sait très bien qu'on perd en déterminisme, en efficacité, lorsque le nombre de CHC augmente. Donc là, on en a enfin la preuve. Et avant de modifier les pratiques et éventuellement de ne plus greffer ces patients pour lesquels la seule alternative resterait un atézo-beva assez peu séduisant, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus pour proposer éventuellement des modifications de notre thérapie immunosuppressive post-opératoire et considérer d'emblée ces malades comme extrêmement à risque de récidive et modifier nos pratiques pour essayer de maintenir une pression supplémentaire en post-opératoire avec l'immunosuppression. Je suis d'accord. Je peux répondre ? Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, c'était un objectif secondaire, ça, mais on n'avait pas beaucoup de détails sur la thérapie immunosuppressive, mais c'est ça qui nous intéresse aussi. Merci. Merci beaucoup. On est obligé de passer à la suite. Merci. D'accord, merci. Alors, la communication suivante, le docteur Garnier-Jonathan sur la reconstruction veineuse mésentérico-porte par prothèse en PTFE. Et on a un peu de retard quand même. Ce qui n'est pas votre fête, mais il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir sélectionné cette communication. Donc, je vais vous parler de reconstruction veineuse prothétique par Gore-Tex au cours d'une pancréatectomie. Donc, sans refaire le débat, la résection veineuse tronculaire dans l'adénocarcinome du pancréas, ça semble quand même être l'option oncologique de choix. Et quand elle est possible, l'anastomose veineuse termino-terminale directe, bien sûr, c'est l'option technique idéale. Cependant, elle n'est pas toujours possible. Il y a quelques situations difficiles. On peut en dénombrer au moins 3. La première, c'est quand vous enlevez une longueur importante de veine, plus de 5 ou 6 cm, on va avoir du mal à joindre les deux bouts. La deuxième, c'est quand vous faites une anastomose très bas dans la racine du mésentère, à proximité des branches jéjunales et iléales, là où la veine mésentérique supérieure est fine, fragile, elle risque de déchirer sous la suture. Et la troisième situation, c'est la pancréatectomie distale, où vous avez l'axe mésentérico-porte qui va être fixé par le bloc duodéno-pancréatique. Dans cette situation, il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées. L'une d'entre elles, c'est l'interposition d'un greffon prothétique, le polytétrafluoroéthylène, le Gore-Tex. C'est une indication rare, et donc on a des résultats qu'au travers d'études multicentriques, surtout rétrospectives, et avec une prise en charge très hétérogène, que ce soit entre les centres ou entre les chirurgiens. Ce qui fait que pour les deux principaux griefs qu'on pourrait lui reprocher, on a très peu de données concernant le risque infectieux ou le risque de thrombose. C'est donc la question que nous sommes posée, c'est au travers d'une prise en charge standardisée dans un seul centre, quels étaient réellement les résultats de ce remplacement veineux par prothèse Gore-Tex. Donc on a réalisé une étude à l'Institut Pauli-Calmet de 2014 à 2019, 92 résections veineuses dont 19 avec une prothèse Gore-Tex. L'adénocarcinome du pancréas, bien sûr, c'est la majorité des indications. On a eu 15 DPC, 3 pancréatectomies gauche et 1 DPT.
Quelques mots sur la prothèse. Donc, c'est une prothèse annelée. Le diamètre moyen, c'était 10 mm. La longueur, 8 cm. Donc, c'est des résections veineuses longues. La durée de clampage, c'était 25 minutes. Évidemment, c'est 2 fois plus qu'une anastomose standard. La prise en charge périopératoire, on a choisi de ne pas introduire d'antibiothérapie spécifique à la prothèse, que ce soit systémique ou locale, et d'anticoaguler les patients par héparine IVSE au départ, puis par HBPM. L'objectif, c'était un TCA 1,5 à 2 en post-opératoire immédiat. Et puis, à la première visite post-op, on a arrêté l'anticoagulation et on l'a remplacé par du cardégique, donc un antiagrégant plaquettaire. C'est une stratégie un peu intermédiaire, mais parce qu'on ne voulait pas prendre non plus sur le long terme le risque des anticoagulants au long cours. Et puis de l'autre côté, à l'époque où ça a été fait, ça semblait difficile de proposer absolument aucun traitement eu égard au risque de thrombose. Les résultats, on n'a eu aucune infection de prothèse, même après une réintervention pour péritonite stercorale ou pour fistule pancréatique. La mortalité à 90 jours, bien sûr, elle est élevée, mais c'est lié à l'importance de la chirurgie, donc c'est 10%. La thrombose précoce, c'est également 10%. Précoce, c'est dans les moins de 30 jours. La perméabilité à moyen et long terme, elle est plutôt bonne. À 6 mois, c'était 68% et en médiane, c'était 37 mois. Pour ce qui est des facteurs de risque de thrombose, la thrombose précoce, donc moins de 30 jours, c'était la fistule pancréatique, tout événement inflammatoire locaux-régional. Et puis au niveau de la thrombose tardive, c'était plutôt les résections à gauche. Dans notre petite série, on n'a pas trouvé d'impact on n'a pas trouvé de relation plutôt entre la perméabilité à long terme et l'évolution de la maladie oncologique. Quelle évolution dans le temps? Donc historiquement, à l'Institut Paul Calmette, on a utilisé les prothèses Gore-Tex jusqu'en 2020. Et depuis cette année, on s'intéresse aux prothèses Hémashield parce qu'elles semblent donner un avantage en termes de perméabilité à court et à long terme comparé au Gore-Tex. Bien sûr, le futur, c'est les prothèses hybrides, donc sur mesure, et puis colonisées par les propres cellules du patient. Mais ça, pour l'instant, c'est encore un peu de science-fiction. Au final, sous réserve d'une prise en charge standardisée, la prothèse Gore-Tex, elle donne de plutôt bons résultats. La limite, c'est cependant aux résections gauche dans notre série. Le taux de thrombose précoce chez nous, c'était de 10% et c'est un événement grave. Le risque infectieux, il peut être définitivement écarté et la prothèse Gore-Tex ne doit plus être dénigrée sous réserve de bonnes indications. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Une question, une réponse. Parfait. Vous avez des remarques? Elle était dénigrée. Pourquoi elle était dénigrée, la prothèse Gore-Tex? Il y a beaucoup de gens qui disent que ça se thrombose beaucoup plus facilement que le reste, que par exemple une interposition d'un greffon veineux de banque ou d'une artère de banque. Bien sûr, c'est plus de thrombose que la reconstruction directe, c'est sûr, mais finalement, il y a quand même peu de chirurgiens pancréatiques qui l'utilisent pour les résections longues. Ils utilisent d'autres méthodes qui sont aussi bien. Mais on a souvent l'impression que quand on met... pour les chirurgiens vasculaires ou pour les chirurgiens digestifs, quand on met une prothèse, ça va se boucher. Ça ne se bouge pas tant que ça, et surtout, ça ne s'infecte pas. C'est intéressant. Ouais. Et vous avez traité comment les thromboses du coup? On les a réopérés. C'est très morbide. Mais on a débouché la veine, reconstruit la veine s'il fallait. On a fait une thrombectomie chirurgicale. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, il faut réopérer les patients, je pense, parce que c'est une situation gravissime. Merci. De rien, merci. Merci. Alors, la présentation suivante par le docteur Millet-Guillaume, le robot dans les résections des segments postérieurs hépatiques. Alors, excusez-moi. Je vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir parler de cette niche chirurgicale. Niche plutôt en haut à droite, puisqu'on va s'intéresser aux segments hépatiques postérieurs et supérieurs. Donc l'ACLIO dans les segments postéro-supérieurs est quand même connu pour être relativement difficile, était même considéré initialement comme une contre-indication. Dans l'échelle d'Iwate, ça classe directement les résections comme particulièrement difficiles. On a quelques aides techniques, le décubitus latéral ou ventral et l'utilisation des trocars transthoraco-diaphragmatiques avec les quelques risques que ça implique. Là, on voit un exemple pour une lésion du segment 8 pour essayer d'éviter d'arriver trop tangentiel et d'avoir une marge sur ce carcinome hépatocellulaire. On utilise une pince qui arrive à travers le diaphragme pour réussir à trianguler au maximum. L'inconvénient de cette technique est de laisser derrière soi un pneumothorax quand on s'en va, qu'on va exsuffler, et bien évidemment, on ferme la brèche diaphragmatique afin d'éviter toute hernie ultérieure. Qui a été décrite, qui est décrite dans la littérature.
On peut se poser la question de la place du robot. Aujourd'hui, dans les recommandations, finalement, que des faibles grades, surtout des non-infériorités par rapport à la célioscopie, quelques notions de diminution du taux de complications totale et sévère par rapport à l'open, et surtout une revue systématique publiée très récemment en 2020 qui avait été présentée à Tokyo à l'ILLS, qui montre pour les hépatectomies majeures une diminution du taux global de complications, une diminution de la durée opératoire et une diminution de la durée d'hospitalisation. Est-ce que l'on ne pourrait pas considérer ces résections comme techniquement difficiles, assez proches des hépatectomies majeures dans leur approche, et ça pourrait donner des arguments pour proposer une approche robotique autre que les arguments présentés habituellement par Intuitive en disant « vous serez beau en posant à côté de votre robot ». Donc, sur notre début d'expérience de l'activité robotique, j'ai pratiqué seul le robot initialement pour essayer d'accroître la vitesse de la courbe d'apprentissage. J'ai donc réalisé en 4 ans 41 résections robotiques hépatiques et 23 résections transthoraciques. Lorsque l'on a retenu que les lésions postéro-supérieures et qu'on a exclu les gestes combinés, on s'est retrouvé avec 16 lésions opérées par voie transthoracique et 10 par voie robotique. On se rend compte que finalement, les patients sont relativement comparables en termes de données anthropométriques, de gravité, de type de lésion. La seule chose qui ressort comme véritablement différente, c'est le score d'Iwate qui est statistiquement plus élevé chez les patients opérés par robot. Si on s'intéresse d'un petit peu plus près aux complications pulmonaires, on a un patient qui a présenté un épanchement pleural qui a dû être drainé dans le bras robotique, qui était une patiente convertie pour une segmentectomie 7 anatomique chez une obèse, et 8 patients qui ont présenté des complications dans le bras transthoracique, avec 4 drainages thoraciques péropératoires devant l'incapacité à évacuer le pneumothorax en péropératoire, et 4 pneumothorax encore visibles sur la radio de thorax au-delà de J2 post-opératoire. Si on s'intéresse aux difficultés de la résection, finalement, je n'ai réalisé que 100% de tumorectomie dans le bras transthoracique, alors que, on va dire, le robot donne des ailes sur 10 résections, 5 résections anatomiques, un abord systématique par la racine des veines, en particulier pour le segment 8, et 2 sutures latérales de la veine hépatique droite. Donc là, si c'est possible de déclencher la vidéo en haut à droite. Un carcinome hépatocellulaire développé sur un foie de cirrhose F3, F4, pour lequel on veut réaliser une segmentectomie 8 anatomique. On vient de voir la branche du 8 de la veine hépatique moyenne, la dissection du plan de l'origine de la veine hépatique droite, le pédicule portal, c'était le 8 ventral. Et là, on va voir le plan de la veine hépatique droite en bas, le 8 ventral, le 8 dorsal. On réalise assez aisément une segmentectomie 8 anatomique. Sur la vidéo du bas, s'il vous plaît, une tumorectomie 7 pour métastase d'un patient qui avait été opéré par voie robotique d'un Levi-Santi pour un carcinome épidermoïde de l'œsophage, qui présente de façon très métachrone à 2 ans une lésion unique. On ne veut pas se permettre un R1 vasculaire comme dans une métastase classique, puisqu'on n'a aucune idée du devenir de ces métastases de carcinome épidermoïde. La métastase envahissait une branche du 7. J'ai donc contrôlé la veine hépatique moyenne, réséqué la veine du 7 et suturé de façon latérale la veine hépatique droite. Donc on se rend compte sur ces vidéos qu'assez aisément, ça donne une facilité à réaliser des gestes un petit peu plus compliqués. On se rend compte sur le nuage de points à côté, où très rapidement, dans l'expérience robotique, le score d'Iwate augmente, et en jaune, on voit les lésions des secteurs postérieurs et supérieurs qui représentent en fin d'expérience, et cette expérience se poursuit et ça devient encore plus vrai, qui représentent le gros des indications avec les hépatectomies majeures. Donc les segments postéro-supérieurs ne sont plus une contre-indication à l'abord, on va dire maintenant mini-invasif. À notre connaissance, c'est la seule étude qui rapporte l'expérience des 2 techniques. Il existe une morbidité pulmonaire évidente dans l'abord transthoracique. La courbe d'apprentissage pour le robot nous paraît beaucoup plus rapide qu'en célioscopie. Et quand même, le surcoût et l'accès limité au robot font qu'aujourd'hui, j'utilise de façon préférentielle le robot pour ces lésions difficiles d'accès en célioscopie. Merci beaucoup. Très belle présentation. Des questions?
Alors, moi, il y avait une remarque, c'était, on voit là, ce qu'il ne faut pas banaliser, c'est pour ceux qui n'ont pas le robot, par exemple, c'est l'installation, et ça a été montré sur la première diapo, l'installation en hélice, comme ça a été montré là, amène finalement un abord des secteurs postérieurs et supérieurs du foie extraordinaire. Et deuxièmement, moi j'avais lu et sélectionné l'abstract par ailleurs. Vous avez vu que finalement, on ne voit pas tant que ça de différence, mais par contre, il y a des blocs beaucoup plus complexes qui sont faits. Et si tu dis que c'est si facile, c'est bien. Alors, j'ai pas de questions, mais j'ai trouvé que ça rapporte une très bonne expérience, c'est très intéressant. J'avais le souvenir d'un chirurgien américain à Tokyo qui avait dit on trouve toujours dans les congrès des personnes qui sont capables de présenter ces résections en célioscopie. J'en suis pas capable, le robot me le permet. Et c'est vrai que ça donne des ailes. Ça permet de pousser un petit peu plus loin. Et l'une des critiques qui est faite en réponse à votre remarque sur l'installation de ces patients au décubitus latéral, l'une des remarques qui est souvent faite au robot, c'est la difficulté de conversion et le temps de conversion. Pour avoir déjà converti en urgence également au robot, on peut s'en sortir, ça peut aller vite, et ça ne va pas forcément beaucoup moins vite que quand le patient est en décubitus ventral. Donc voilà, c'est l'une des critiques qui est faite régulièrement et qui, je trouve, ne tient plus trop la route lorsque l'on va attaquer ces segments. Très bien, merci pour l'information et la très belle présentation. Alors, on réappelle Madame... Ah non, pardon. Alors, qui est-ce qui présente là? Monsieur pour l'hépatectomie gauche célio. Alors, docteur Cabri, pardon. Hépatectomie gauche célioscopique. Voilà, Madame, Monsieur les modérateurs, chers consoeurs, chers confrères, je vais... Alors, on peut revenir au début. Donc, je vais vous présenter notre travail réalisé à l'hôpital Beaujon sur finalement une hépatectomie avec épargne parenchymateuse pour les lésions du lobe gauche qui touchent le pédicule porte gauche. Est-ce que vous pouvez revenir à la première diapo? Alors, c'est moi, pardon. Voilà. Et donc, ici, on a une lésion du lobe gauche qui est au contact du pédicule porte gauche, dans lequel finalement la technique de référence, c'est l'hépatectomie gauche standard qui emporte les segments 2, 3 et 4. On préserve la veine moyenne, mais c'est vrai qu'on ne fait pas l'économie du segment 4. Et donc on a voulu essayer une alternative qui est donc la dissection intrafaciale des éléments vasculaires gauche, mais comme dans une hépatectomie gauche, mais réalisée sur le plan parenchymateux, une lobectomie gauche à droite du ligament falciforme, comme ce qui est réalisé pour le don intrafamilial. Donc il y a vraiment une technique extrêmement proche du don intrafamilial, et on conserve le segment 4 ischémique, voilà, tout à fait comme un don intrafamilial. Alors le rationnel de cette alternative, finalement, c'est d'avoir une tranche de section plus petite. On est vraiment au niveau comme une lobectomie gauche, presque. Une épargne parenchymateuse, on garde le segment 4 indemne, qui était indemne de lésion, voilà, on permet cette épargne. On respecte les principes carcinologiques, à savoir la marge de résection sur les vaisseaux. Et on permet également de faire finalement une déprivation vasculaire avant la transection, comme c'est le cas dans les grosses hépatectomies. Et donc notre travail, ça a été finalement de comparer cette technique à l'hépatectomie gauche célioscopique standard d'une part et au don intrafamilial d'autre part. Donc on a réalisé 10 hépatectomies gauche préservant le 4, et qu'on a comparé à 26 hépatectomies gauche classiques et 16 dons intrafamiliales. Tout ça a été en célioscopie. Alors on a des âges évidemment assez différents, puisque pour le don intrafamilial, la médiane est à 36 ans, légèrement plus âgée chez les hépatectomies gauche pour lesquelles on a préservé le 4. Un peu plus de lésions malignes dans les hépatectomies gauche classiques, un petit peu moins voilà, dans les hépatectomies gauche qui préservent le 4. Et donc, je vous présente tout de suite les résultats. Et donc, on avait une durée d'ischémie normothermique qui était évidemment réduite au minimum pour le don intrafamilial, puisqu'on doit greffer ça ensuite, mais qui était quand même un petit peu plus petite dans les hépatectomies gauche qui préservent le 4 par rapport à l'hépatectomie gauche classique. Des pertes sanguines également différentes dans les trois groupes, et donc moins importantes dans l'alternative qu'on propose. La durée de l'intervention, plutôt comparable entre les trois. Et on pouvait s'attendre à un risque de fistule biliaire, étant donné qu'on laissait un segment 4 ischémique. Mais ça n'a
pas été le cas dans notre série, en tout cas, comme dans les dons intrafamiliales. On s'est également intéressé au volume, et donc on a réalisé des volumétries préopératoires et post-opératoires. Et donc le rapport du segment 4 sur le volume total du foie préopératoire était sensiblement le même entre le groupe hépatectomie gauche standard, hépatectomie gauche préservant le 4, pardon, l'alternative, et le don intrafamilial sur lequel il y avait un peu plus de recul. Et donc, en conclusion, une technique de réalisation plus simple, une tranche plus petite et qui permet une préservation du parenchyme hépatique sans s'exposer à davantage de complications, notamment davantage de fistules biliaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Des questions ? Vos indications, c'était CHC, métastase Alors, il y avait, il y avait que finalement 50% de lésions malignes, parce qu'il y avait donc un peu de CHC, un peu de métastase, mais aussi des adénomes avec qui étaient pour lesquels on n'avait pas une anapathe, voilà, et donc pour lesquels il fallait prendre une marge et qui dépassaient un peu. Donc c'était uniquement 50% de lésions malignes contre 70% pour les hépatectomies gauche standard. Et le rationnel clinique, il y a beaucoup de problèmes sur les hépatectomies gauche dans cette population ? Non, on n'a pas eu énormément de problèmes sur les hépatectomies gauche standard, mais le rationnel, c'est de pouvoir faire une transection, voilà, la tranche de section la plus petite possible, même si le segment 4 ischémié ne sera peut-être pas forcément fonctionnel, et on ne se dit pas forcément que ça permet de garder un segment 4 fonctionnel avec moins de risque d'insuffisance, ce qui n'était pas vraiment le cas, hein. Mais en tout cas, on se met un peu plus à distance de soucis vasculaires, notamment de la veine hépatique moyenne. D'accord, effectivement. Ah, d'accord, ouais. Très bien, merci beaucoup. Je viendrai voir la technique, parce que j'ai toujours du mal à la visualiser. Merci. Maintenant, on a changé d'orateur. Donc, professeur Lermite, le score TPA est le meilleur marqueur de mesure de la présarcopénie préopératoire en chirurgie pancréatique. Monsieur le modérateur, chers collègues, merci beaucoup. Donc, je ne suis pas le docteur Bougard, mais je vais... Alors, c'est bien, on avait renvoyé des diapos. Voilà, je vais zapper la première diapo. Un peu de rappel de contexte. Donc, c'est en 88 que Rosenberg avait défini pour la première fois la sarcopénie comme une diminution de la masse maigre de manière involontaire au cours de la vie. Et en 97, un groupe européen est arrivé à un consensus en définissant 3 stades à la sarcopénie, avec la pré-sarcopénie qui est uniquement une diminution de la masse, la sarcopénie qui est définie en fait comme une association entre une diminution quantitative et qualitative, que ce soit la force ou la performance musculaire, et enfin la sarcopénie sévère qui est une association des 3. Ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à l'importance de la sarcopénie en chirurgie digestive et pancréatique. En fait, ce n'est pas le dernier diaporama qu'on avait envoyé, mais enfin, ce n'est pas grave. Avec une prévalence qui est élevée, de l'ordre de 25 à 65%, et des études récentes en chirurgie digestive carcinologique ont montré une augmentation du risque de complications post-opératoires, de la mortalité post-opératoire. Et plus récemment, l'étude de Rieu a montré la sarcopénie comme étant un facteur de mauvais pronostic sur la survie globale chez les patients ayant une duodénopancréatectomie céphalique pour adénocarcinome. Le principal problème, c'est qu'il a été retrouvé dans la littérature et suivant les séries, différents marqueurs d'intérêt radiologique pour mesurer cette pré-sarcopénie, c'est-à-dire la diminution quantitative. Il y a au moins 5 marqueurs qui ont été relevés, dont j'ai mis les acronymes, je ne rentrerai pas dans les détails de tous. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un consensus. La sarcopénie est mesurée sur un scanner en règle générale, abdominopelvien, par une coupe axiale au temps portal, passant par les apophyses transverses de L3.
Comme il y avait beaucoup de marqueurs, au moins 5 définis, que les populations étaient hétérogènes, nous avons réalisé une étude rétrospective afin d'essayer de déterminer quel était le marqueur radiologique pour définir la présarcopénie dans une population de patients opérés de chirurgie pancréatique. Donc, nous avons pris tous les patients sur 9 ans opérés d'une chirurgie donc pancréatique, quelle que soit l'indication, la localisation, et ayant un scanner récent de moins d'un mois pour déterminer ces marqueurs. Pour cette population, donc de 152 patients, avec un sexe ratio quasiment homogène, un âge médian de 61 ans, et il y avait un taux de morbidité à 90 jours de 64% et un taux de mortalité de 3,3%. Donc nous avons relu tous les scanners et appliqué les marqueurs d'intérêt radiologique, les 5 là, qui sont déterminés, et classer les gens suivant leur statut présarcopénique ou non présarcopénique. Nous voyons que dans notre population, c'est avec l'ère des psoas, le marqueur TPA, donc rapporté à la surface corporelle, qui permet de classer le plus de gens comme pré-sarcopéniques, avec un taux de pré-sarcopénie dans cette population d'environ 39%. À l'inverse, le rapport VFA sur TAMA, donc qui est un rapport sur le tissu graisseux intra-abdominal rapporté à la surface musculaire du périmètre abdominal, ne classait qu'une personne comme pré-sarcopénie, donc ce qui peut expliquer les variations de prévalence de la sarcopénie en fonction du marqueur utilisé. De plus, le marqueur TPA ressortait comme prédictif de complications post-opératoires chez les patients présarcopéniques. L'objectif secondaire de notre étude était, dans cette population, une fois définie, de retrouver les patients à risque de présarcopénie. Donc, nous sommes intéressés au groupe de patients présarcopéniques selon le critère de l'ère du psoas. Il y avait une prédominance masculine. L'âge moyen était à peu près similaire au groupe de patients non sarcopéniques. En revanche, ils avaient, c'est pas marqué là, un BMI qui était inférieur, qui était de 23 versus 26 pour les patients non présarcopéniques, un score ASA qui était strictement supérieur à 2 dans la majorité des cas. Il s'agissait essentiellement d'une indication pour adénocarcinome pancréatique. En analyse univariée, la présarcopénie ressortait comme associée significativement à un risque de complications post-opératoires immédiates, donc c'est-à-dire durant l'hospitalisation et globale à 90 jours dans les chirurgies pancréatiques, et elle ressortait également en analyse multivariée avec un odds ratio un peu supérieur à 2. En conclusion, dans notre étude sur les 5 marqueurs d'intérêt utilisés, l'aire totale des muscles psoas rapporté donc à la surface corporelle était dans notre population le marqueur qui était le plus pertinent pour classer les malades et prédire la survenue de complications post-opératoires après chirurgie pancréatique. L'avenir, mais à mon avis on en est encore loin, quand on voit le taux de RAC à 20%, serait de créer, et on y travaille, un programme de préhabilitation spécifiquement pour ces patients classés comme présarcopéniques avant chirurgie oncologique pancréatique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions, une question? C'est plus simple à mesurer que les autres? Le TPA, oui, c'est simple. Il suffit de prendre 2 coupes scanographiques. Le logiciel, c'est le même que celui pour la volumétrie hépatique. On contourne les muscles psoas et on rapporte ça à la surface corporelle du patient. Ça donne l'impression que c'est plus simple, ce qui était un peu un écueil des autres. D'accord, un nouveau paramètre à prendre en compte. Merci beaucoup. On va appeler les 2 derniers orateurs, pas en même temps d'ailleurs, mais il n'y a plus que 10 minutes. Donc le docteur De Ponto, pour la résection des vaisseaux spléniques. Alors, c'est pas celui-là. Ça commence par le même mot, mais c'est pas celui-ci. On nous a dit qu'il était... Si, non, De Ponto, il est là. Mais le topo, c'est résection des vaisseaux spléniques au cours de la pancréatectomie centrale. Vous l'avez pas? Un tout petit peu après. Et l'autre... Oui. Voilà. Merci. Bon.
Madame, Monsieur les modérateurs, merci de m'accorder ces quelques minutes pour vous présenter ce travail sur la résection des vaisseaux spléniques au cours de la pancréatectomie centrale par célioscopie. C'est un travail qui a été mené à Beaujon. D'abord, en introduction sur la pancréatectomie centrale, si on devait la résumer en 3 phrases, la première serait qu'il s'agit d'une chirurgie qui entraîne moins d'insuffisance pancréatique endocrine et exocrine, mais par contre qui est dénuée de plus de complications post-opératoires par rapport à son principal pendant chirurgical qui est la pancréatectomie gauche. Cette chirurgie, on la réserve pour des patients qui sont hyper sélectionnés, qui ont des tumeurs bénignes ou à faible potentiel de malignité, chez des sujets jeunes, en bonne santé, et chez qui il y a un intérêt à faire cette chirurgie, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas de diabète préexistant et qui ont un pancréas caudal restant suffisamment long pour l'anastomose au tube digestif. Nos constatations à l'hôpital Beaujon, elles étaient doubles. La première, c'est que la majorité des saignements graves dans les pancréatectomies centrales à Beaujon semblaient provenir de l'artère splénique, mais on n'avait pas de données dans la littérature à ce sujet-là. Et la deuxième constatation, c'était que la résection des vaisseaux spléniques au cours de certaines pancréatectomies centrales faites à Beaujon, on avait l'impression que les suites post-opératoires étaient des suites standards à une pancréatectomie centrale. Et encore une fois, pas non plus de données dans la littérature à ce sujet. Raison pour laquelle on a donc mené cette étude monocentrique, où sur les 84 pancréatectomies centrales faites sous célioscopie entre 2011 et 2020, on en a retrouvé 15 où il y avait effectivement une résection des vaisseaux spléniques en péropératoire. Dans ces 15 malades, il y en avait 4 où la résection était due pour des raisons accidentelles de saignement péropératoire, et 11 pour lesquels c'est des raisons d'adhérence inflammatoire et d'adhérence tumorale. Ces 15 patients, on les a appareillés en 2 pour 1 à 30 patients sans résection des vaisseaux spléniques, et on a regardé les résultats à court terme, à long terme, ainsi que les résultats radiologiques. Les caractéristiques de notre population d'études, j'attire surtout votre attention sur les dernières lignes de ce tableau. Dans le groupe avec résection des vaisseaux spléniques, c'était des tumeurs qui majoritairement étaient situées au niveau du corps du pancréas avec une tranche droite au niveau du corps du pancréas dans 53% des cas. Une tumeur qui était beaucoup plus importante également dans le groupe avec résection des vaisseaux spléniques, qui était quasiment le double, 40 mm contre 21 mm. Par contre, les caractéristiques du pancréas, c'était un pancréas dont la consistance était identique dans les 2 groupes, de même que le diamètre du Wirsung. Maintenant, au niveau des différents résultats, d'abord les résultats à court terme. Dans notre série, on n'a pas retrouvé de différence statistiquement significative sur le plan de la mortalité et de la morbidité, et notamment sur la fissure post-opératoire cliniquement pertinente, grade B et grade C, on était à 27% dans les 2 groupes. Concernant le saignement grave, grade B, grade C également, aucun épisode de saignement retrouvé dans le groupe avec résection des vaisseaux spléniques, contre 4 saignements retrouvés dans le groupe sans résection des vaisseaux spléniques ou avec préservation des vaisseaux spléniques. Et dans ces 4 malades, il y en avait 3 où le saignement provenait de l'artère splénique, et le 4e, c'était un saignement qui provenait de la gastro-épiploïque. Enfin, au niveau des résultats anapates, dans le groupe avec résection des vaisseaux spléniques, on avait une résection R0 dans 100% des cas, ce qui en même temps était souhaité. Je vous rappelle les 11 malades sur 15 chez qui on avait fait une résection des vaisseaux pour des raisons d'adhérence tumorale ou inflammatoire. Et enfin, un curage ganglionnaire qui était également un peu meilleur dans le groupe avec résection des vaisseaux spléniques. Au niveau des résultats à long terme, on n'a pas non plus retrouvé de différence entre les 2 groupes, avec une durée de suivi qui était à peu près identique, environ 26 mois globalement dans la série. Pas plus de diabète dans un groupe que dans l'autre, et pas de récidive tumorale non plus. Enfin, les résultats radiologiques. Donc, pour un même patient, on avait le premier scanner post-opératoire qui était systématiquement fait entre J5 et J7, et le dernier scanner le plus récent dans l'histoire du patient. Globalement, on était à 19 mois dans le premier groupe et 18 mois dans le deuxième groupe. Quand on regarde simplement les chiffres en termes de valeur absolue sur le dernier scanner, on se rend compte que la longueur du pancréas restant ou le volume du pancréas restant est plus importante dans le groupe avec préservation des vaisseaux spléniques. Mais ça, c'est assez logique parce qu'on a vu que dans le groupe avec résection des vaisseaux spléniques, c'était des tumeurs qui étaient majoritairement plus grosses et également des tumeurs qui étaient au niveau du corps du pancréas, donc un peu plus à gauche. Donc la résection devait être un peu plus poussée à gauche et donc on a dû un peu plus grignoter sur le futur pancréas restant. Enfin, par contre, quand on s'intéresse cette fois à la variation de pancréas restant, de volume et de longueur de pancréas restant entre le premier et le dernier scanner pour chaque malade, on se retrouve par contre avec une différence qui est non statistiquement significative. Globalement, une atrophie du pancréas qui est à peu près la même entre les 2 groupes. Enfin, l'hypertension portale segmentaire, sans grande surprise, on en a plus dans le groupe où on a réséqué la veine splénique. Par contre, on n'a eu aucune traduction clinique, notamment pas d'hémorragie digestive post-opératoire chez ces malades.
Pour conclure sur la pancréatectomie centrale par cystoscopie avec résection des vaisseaux spléniques, deux principaux messages dans notre série. La première, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation des complications post-opératoires et notamment la fistule pancréatique ainsi que l'insuffisance pancréatique endocrine. La deuxième, c'est qu'on a un faible risque de saignement grave post-opératoire qui était même de 0 dans notre groupe avec résection des vaisseaux spléniques. Et la question, l'ouverture de cette étude, c'est sur son applicabilité, l'applicabilité de la résection des vaisseaux spléniques, qui nécessitera peut-être d'autres études ultérieures. Mais on peut, par exemple, envisager la résection des vaisseaux spléniques pour les très grosses tumeurs qui seraient adhérentes aux vaisseaux spléniques, chez des patients chez qui on veut un meilleur curage ganglionnaire, ou en tout cas on veut s'assurer d'une résection R0. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Très intéressant. Des questions? Oui. Nicolas. Je peux répéter la question? Oui. Vous avez essayé de comparer vos résultats à long terme par rapport à vos pancréatectomies gauche standard, parce que 7% de diabète de novo dans une pancréatectomie intermédiaire, c'est grosso modo ce qu'on voit dans les pancréatectomies gauche. Quand elles ne sont pas avec une section à l'isthme, une pancréatectomie gauche, c'est grosso modo de 7 à 10% de diabète de novo. Ce qui est vrai, c'est qu'en règle générale, dans les littératures, on est plutôt dans autour de 4% de diabète post-opératoire dans les pancréatectomies centrales, 2% dans les insuffisance pancréatique exocrine. Donc là, on a des taux qui sont peut-être un tout petit peu supérieurs à ce qu'on trouve dans la littérature. On n'a pas cherché à comparer ça par rapport à la PG, à la pancréatectomie gauche habituelle, parce que ce n'était pas le sujet de notre étude. Mais effectivement, on a des taux qui sont un peu supérieurs. Est-ce que c'est parce qu'on les a plus dépistés ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc à la demande, mais pas systématique encore, la résection. C'est ça. Merci beaucoup. Et on va passer au dernier présentateur, qui est présentatrice, le docteur Schumacher Isaline. Est-ce qu'elle est là? Qui devait présenter dans une autre session. Ah voilà, donc il faut lui laisser un peu plus de temps pour arriver et pour faire sa présentation, qui est une présentation de 8 minutes. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous parler un petit peu des cancers qui suivent les chirurgies bariatriques. Donc je vais vite vous présenter le cas clinique qui nous a amené à nous poser cette question. Donc, une femme de 49 ans qui a bénéficié d'un bypass pour obésité morbide avec un suivi tout à fait normal, qui a consulté dans son suivi en décrivant plusieurs fois des douleurs épigastriques, mais qui sont un petit peu passées à la trappe. En 2020, elle s'est présentée ensuite chez son gastro-entérologue, de nouveau pour ses douleurs épigastriques, où là, on a été un peu plus loin dans les investigations. Donc, on s'est retrouvé face à plusieurs diagnostics différentiels, ceux liés à son bypass et ensuite des diagnostics différentiels plus généraux. Donc, on a commencé par une prise de sang qui était tout à fait normale. La gastroscopie, elle a directement montré une tumeur vileuse juste après l'anastomose gastro-intestinale, avec une analyse montrant une dysplasie de haut grade. Le bilan d'extension ensuite a été réalisé avec le scanner, la coloscopie, l'antéro-IRM et un CEA qui était également normal. Ça, c'était les anciennes. Bon, ben, je vous passe. Donc, on a ensuite réalisé l'intervention qui a consisté en la création d'une nouvelle anastomose gastro-jéjunale et une résection mésentérique avec une pièce qui revient donc avec cette dysplasie de haut grade, avec une lésion tubulo-vileuse et des zones d'adénocarcinome bien différenciées. Le follow-up qui est en cours est tout à fait satisfaisant pour l'instant, sans signe de récidive. Donc on en vient au sujet. Donc les chirurgies bariatriques qui est en augmentation montrent des résultats satisfaisants à long terme avec des diminutions des comorbidités et une diminution des risques de cancer par la diminution des facteurs de risque. Mais on ne connaît pas encore l'impact de cette chirurgie bariatrique sur tous les cancers, notamment les cancers gastro-intestinaux. Donc en effet, le cancer de l'intestin grêle représente 3% des tumeurs du tractus digestif, ce qui est très très peu. On a majoritairement des adénocarcinomes et des tumeurs carcinoïdes. Donc j'ai également j'ai réalisé cette revue de littérature qui ne montre pas beaucoup de papiers concernant les tumeurs de l'intestin grêle post-chirurgie bariatrique. Il y a une grosse étude, donc une revue de cas qui est sortie dans Obésité en 2019, qui va analyser 96 papiers, toutes chirurgies bariatriques confondues,
Pour ce qui est du bypass gastrique, il y a 29 cas qui ont été mis en évidence. La grande majorité se trouve au niveau de l'estomac exclu. Mais on a uniquement 2 papiers qui sont ressortis identiques à notre cas clinique au niveau de l'anastomose gastro-jéjunale. Ce sont le challenge de ce genre de cancer est que la présentation est assez aspécifique et qui peut ressembler à des symptômes qui peuvent être qui peuvent coller avec le statut post-opératoire. Le diagnostic pour tout ce qui est lésion proximale peut être fait par endoscopie, mais pour tout ce qui est tumeur distale, on va préférer la radiographie. Donc l'EED, sur les anciennes séries, montre une sensibilité de 20 à 30% uniquement pour les tumeurs qui sont avancées. Tout ce qui est tumeur minimale, tout ce qui est technique minimale invasive, comme l'endoscopie par vidéocapsule, on a certains cas de rétention de capsules post-bypass qui ont été mis en évidence. On va donc privilégier une entéroscopie à double ballon, mais qui peut être un challenge technique. Donc la mise au point, le staging assez habituel pour arriver à une classification TNM avec un dosage du CEA et un dosage du CA19-9. Pour tout ce qui est traitement, voilà, c'est comme pour un cancer, avec une résection segmentaire plus résection ganglionnaire. Les guidelines actuellement préconisent une résection de 9 ganglions. Et pour les tumeurs localement non résécables ou médicalement inopérables, à ce moment-là, on fait un traitement néoadjuvant qui, pour l'instant, selon les dernières guidelines, sont avec du FOLFOX. Donc, pour conclure, ce cas clinique, on mettra donc le point sur l'importance d'un suivi régulier post-bypass en ne négligeant bien sûr aucun symptôme, et ce qui peut nous amener à faire des études supplémentaires concernant le facteur de risque que peut devenir la chirurgie bariatrique par rapport à certains cancers. Voilà. Merci beaucoup, et vous êtes adapté à l'horaire. Moi, je ne suis pas spécialiste du bariatrique, mais je crois que après sleeve gastrectomie actuellement, la fibroscopie est recommandée à distance dans le suivi. Oui, mais après bypass, c'est recommandé aussi ? Pas nécessairement. Non, et là, ça va plutôt dans le sens. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, au niveau bypass, le suivi se fait vraiment uniquement clinique. Je veux dire, il n'y a pas d'imagerie dans le suivi. D'endoscopie, d'accord. Ouais. Vous avez des remarques ? Merci beaucoup, merci à tous. Il y a la session plénière. Merci beaucoup. Merci.